Alors bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Donc cette semaine on va réouvrir un petit peu plus large sur les sciences védiques et ne pas s'intéresser que au Jyotish, qui est quand même la spécialité vraiment de l'Institut. Mais c'est important de comprendre que le Jyotish s'inscrit aussi dans les sciences védiques, comme j'essaie de l'expliquer à chaque fois. Donc cette semaine on va élargir un petit peu avec ce tuto sur les 8 branches du yoga pour déjà bien intégrer le fait que le yoga, c'est beaucoup plus que ce qu'on pense très souvent. On a tendance souvent à le confondre avec uniquement ce qu'on appelle les asanas, les postures. Et le yoga fait partie des sciences védiques, avec le Jyotish, avec l'Ayurveda, avec le Vedanta, avec le Vastu. Et tout ça, c'est un même ensemble en fait. C'est-à-dire que le Jyotish, c'est pareil. Moi, je suis pour une pratique, une approche du Jyotish en tant que science védique, donc connectée avec des pratiques yogiques, des pratiques ayurvédiques, une philosophie védique aussi. Donc voilà, l'objectif c'est d'élargir un petit peu encore notre champ d'horizon, donc un peu moins technique sur le Jyotish justement aujourd'hui. Et on va parler du yoga, notamment des 8 branches du yoga pour bien comprendre déjà ce qu'on appelle yoga et comment ça s'inscrit dans les sciences védiques. Et je vous montrerai du coup jusqu'où ça nous permet aussi d'aller tout ça. Et donc on va pouvoir élargir maintenant un petit peu aux sciences védiques. Donc comme on l'a vu la dernière fois, j'ai parlé aussi de pranayama. Donc on va continuer évidemment avec les éléments sur le Jyotish et on va alterner parfois avec des éléments plutôt sur les sciences védiques au sens un peu plus large aussi, qui sont très importants aussi pour quelqu'un qui pratique le Jyotish, mais aussi pour toute personne qui s'intéresse au Jyotish. Donc on va invoquer Ganesh et on va commencer donc aujourd'hui ce tuto sur les 8 branches du yoga. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Shri Gurubhyo Namaha. Alors, en élargissant sur les sciences védiques, on va inévitablement justement sur le yoga qui est aussi connecté au Jyotish. Si vous suivez les formations par exemple du Dr Froley, vous avez un module entier où on voit la connexion entre le Jyotish, le thème de naissance, et des éléments yogiques et ayurvédiques. Et en tant que praticien de Jyotish, c'est important aussi, très souvent, de pratiquer par rapport à notre thème des upayas. Et les upayas, les remèdes astrologiques, sont très souvent liés à des pratiques yogiques et ayurvédiques. Donc c'est important de connaître tout ça. Donc on reprend aujourd'hui un peu avec des fondations. Donc fondations, effectivement, parce que souvent on associe le yoga, qui veut dire union, uniquement aux postures, au corps, ou même encore à des clichés vraiment de souplesse, de détente, uniquement de relaxation, des choses comme ça. Mais c'est important de comprendre que le yoga, c'est un chemin beaucoup plus complet et qu'on a 8 branches complètes qu'on va découvrir. Alors c'est une introduction parce que justement il y a beaucoup de choses plus profondes encore qu'on peut dire sur ces 8 branches. C'est vraiment une introduction déjà pour se remettre dans le bain, dans le contexte correctement par rapport au yoga, dans le contexte des sciences védiques et du Jyotish aussi évidemment. Donc on a 8 branches, ou ce qu'on appelle Ashtanga Yoga, au sens traditionnel de Patanjali, qui a écrit les Yoga Sutras, justement des textes qui vraiment expliquent, on pourrait dire, le yoga, sachant qu'il y a d'autres textes de ce type-là aussi, mais c'est un texte qui est très connu, très important aussi. Alors Ashtanga Yoga ici, ça fait référence à 8 branches. Attention à ne pas confondre avec le yoga dynamique, une pratique yogique justement, de différents asanas et pranayama, etc., qu'on appelle le Ashtanga, que je pratique aussi au quotidien, mais c'est différent. C'est 2 termes qui sont les mêmes termes, mais c'est différent. Ici, on parle vraiment de Ashtanga Yoga, qui veut dire 8 branches du yoga. Donc, on a 8 branches qu'on va redéfinir un petit peu après, justement. Donc, voyez ici, en gros, les 8 branches du yoga. Alors, on voit qu'effectivement, tout ce qui est lié au corps, aux postures, c'est ici, c'est un des éléments. Mais on a aussi dans le yoga vraiment un aspect déjà philosophie de vie aussi, donc avec des éléments sur notre mode de vie, sur notre discipline personnelle, sur le souffle, on va le voir aussi après, sur comment utiliser nos sens, notamment le retrait des sens, et sur justement vraiment des clés très importantes, comment utiliser notre attention pour aller vers la méditation et l'absorption complète. Donc un travail de conscience, en fait, on pourrait dire ici, très important, un travail sur le prana,
avec l'énergie vitale, avec le souffle, les sens qui sont très importants aussi. Notamment dans le monde d'aujourd'hui, c'est très important comment on utilise nos sens et comment on ne se fait pas trop happer par tout ce qui est digital justement et tout ce qui est très attirant pour les sens et qui nous bloque, qui peut même proposer des problèmes cognitifs. Donc le retrait des sens est vraiment très important ici. On va en parler un petit peu. Le corps, tout ce qui est les postures, la pratique. Si vous faites par exemple des salutations au soleil le matin, ça fait partie effectivement d'ici, mais vous le faites en général avec une manière de respirer. Donc il y a aussi le souffle ici. Le fait de faire ça fait partie aussi d'un mode de vie, d'une discipline. Donc vous voyez que en fait une pratique yogique ou ayurvédique, à chaque fois en général on va retrouver tout cet ensemble. Et les pratiques yogiques sont là pour nous préparer aussi à un juste usage de notre attention et d'aller vers un état de méditation et de contemplation. Donc tout ça est connecté évidemment. C'est pas des choses qui sont séparées et qui n'ont rien à voir. Et tout ça, effectivement, fait partie en général aussi des pratiques qui sont associées à des remèdes aussi liés à son thème de naissance védique et à un mode de vie védique ou ayurvédique. L'ayurveda étant effectivement plus lié à la médecine, mais aussi déjà à l'hygiène de vie pour maintenir la longévité. Justement, c'est la science de la longévité. Le Jyotish, la science de la lumière. Et ici, on est vraiment sur une approche multibranche de l'union entre nous et on pourrait dire le divin ou l'univers. On peut le définir de différentes sortes. Je ne vais pas faire ça dans c'est trop complexe, on pourrait dire, pour résumer ça dans ce tuto. Mais en tout cas, vous voyez, tout ça est intégré. C'est important de le comprendre avec ces différentes voies et tout ça est connecté. Est important à connaître aussi, je trouve, quand on est intéressé par le Jyotish, qu'on est dans l'astrologie védique qui fait partie d'un contexte et qui est lié à différentes pratiques aussi. Alors, ces différentes branches, elles ont un nom, donc les yamas notamment, les principes éthiques fondamentaux dans la relation au monde, donc comment effectivement se comporter dans le monde, des principes clés sur l'éthique, sur des choses liées à notre comportement, à notre vie en société, vie avec les autres, des principes de vie, on pourrait dire. Les niyamas qui sont liés à la discipline intérieure aussi, des choses. Alors les deux sont liés vraiment à le côté éthique de vie, philosophie de vie, manière de vivre, donc là plus lié à la discipline aussi intérieure à avoir du coup. Asana, posture, support de stabilité, d'équilibre. On est vraiment dans le côté effectivement ici plus corporel. Le pranayama, travail du souffle et de l'énergie vitale. En fait, pranayama, c'est le travail plutôt de l'énergie vitale, mais par le souffle. C'est le souffle qui va guider, qui va rediriger le prana. Et donc là, il y a tout un tas de choses qui existent aussi. C'est un domaine très important. On a parlé récemment avec un article sur le Brahmari Pranayama. Pratyahara, effectivement ici l'intériorisation, le retrait progressif des sens. Donc comment utiliser les sens correctement, parce que c'est les portes d'entrée vers la conscience aussi, notamment l'intériorisation, se tourner plus vers l'intérieur aussi, couper de trop stimulation des sens aussi par moment, notamment dans le monde d'aujourd'hui où les sens sont surstimulés. Dharana, la concentration focalisée. On parle plus ici de concentration pour pouvoir aller vers vraiment de la méditation dhyana. Donc là, c'est différents degrés d'état de conscience, on pourrait dire, et d'aller vers le samadhi, la contemplation profonde, l'état d'unification, vraiment, qui est l'objectif de tout ça, effectivement. On a des piliers ici, déjà un mode de vie qui nous permet d'aller vers plus de conscience, ensuite des pratiques qui nous aident par rapport à ça aussi, et qui vont nous amener vers plus de conscience, qu'on va trouver ici avec Dharana, Dhyana, Samadhi. Très important, et tout ça s'intègre effectivement avec le reste des sciences védiques. Et dans le Jyotish, on va notamment aussi aller utiliser certains éléments qu'on a ici, parfois comme remède astrologique. Ça peut être certains pranayama, par exemple, au nœud lunaire, Rahu Ketu, Nadi Shanana pour équilibrer. Ça peut être des pratiques méditatives, des pratiques de concentration pour calmer le mental, par exemple. Ça peut être aussi l'hygiène de vie ayurvédique. Pour certains éléments liés à l'astrologie védique médicale. Ça peut être certaines pratiques, par exemple salutation au soleil, ça peut être intéressant pour travailler avec Surya, justement le soleil. Certains types de yoga pour calmer un Mars qui est très fort. Donc il y a beaucoup de choses. Donc en fait tout ça est interconnecté. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'avoir un petit peu ce contexte. Donc yama, mode de vie, on pourrait dire. Donc ici des principes éthiques fondamentaux du yoga dans la relation au monde et aux autres. Donc c'est pas une morale imposée de l'extérieur ou des commandements, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. L'idée c'est des principes clés qui nous aident en tout cas à vraiment améliorer la relation avec les autres, à nos désirs, aux conflits, aux excès du mental. Donc c'est une base vraiment qui nous aide dans notre vie relationnelle, dans notre pratique intérieure aussi.
des principes qui nous orientent vers plus de clarté mentale, alors de non-violence, notamment ahimsa, de vérité, de maîtrise de soi. Donc c'est l'idée, c'est d'avoir un mode de vie qui va nous permettre d'aller plus en conscience, effectivement. Euh, donc ça commence par notre quotidien, notre manière de parler, d'agir, de communiquer, de nous comporter, d'habiter dans le monde, de se positionner dans le monde. Donc ici, Yama, c'est vraiment des principes clés sur notre mode de vie. Alors ce qu'on retrouve dans les philosophies aussi bouddhistes et toute tradition, je dirais spirituelle, on a des éléments. Alors là, c'est pas des choses qui sont imposées évidemment, mais qui nous des guidelines, on pourrait dire des lignes de conduite qui nous aident par rapport à avoir un mode de vie qui va nous amener plus vers une paix intérieure, une harmonie avec le monde, avec les autres, et être dans l'union justement yoga avec le monde, avec les autres, avec l'univers. Donc ça commence par des choses, donc ça nous aide par rapport à mieux nous positionner dans le monde, comment interagir aussi dans le monde avec les autres, par rapport à des choses à faire ou à ne pas faire aussi, du coup en particulier. Donc vous voyez, on a les 5 yamas, notamment des éléments plus précis, ahimsa, non-violence, respect de la vie, réduire l'agressivité, la dureté envers les autres, etc. aussi. Alors ça peut aussi conduire vers le végétarisme ou des choses comme ça, par exemple. Hein. Et encore une fois, il y a, tout ça, c'est pas des obligations, c'est pas des, c'est vraiment des lignes directrices qui nous aident à aller plus en conscience. Pareil, dire la vérité, être dans la justesse dans son rapport au réel, être honnête, vrai avec soi-même déjà. C'est très important. Ne pas voler, ne pas s'approprier les choses qui nous appartiennent pas. Maîtriser son énergie aussi. Brahmacharya, ça ne veut pas forcément dire le célibat comme on le traduit parfois, mais maîtriser son énergie vitale, son énergie sexuelle aussi. Vivre avec modération par rapport à tout ça. La non-accumulation, c'est pareil, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir de biens matériels, mais garder un détachement par rapport à tout ce qui est matériel, à nos possessions, et ce qui nous garantit plus de tranquillité mentale. Donc en fait, tout ça, encore une fois, c'est pas des obligations, c'est pas des choses qui sont forcées, c'est des manières d'aborder différents aspects effectivement de notre mode de vie qui nous aident à être plus libres, plus en conscience, plus en paix avec nous-mêmes et avec les autres, tout simplement. Et les niyamas, du coup, qui sont liés plus à la discipline personnelle, l'organisation intérieure et la pratique, hein, notre pratique yogique, par exemple. Donc l'idée, ça nous aide à installer une pratique plus stable, plus claire, plus profonde. En fait, yama, c'est plus lié à notre relation au monde. Ici, c'est plus lié à notre relation à nous-mêmes, en fait. Donc, sa discipline de vie, discipline personnelle, encore une fois, c'est pas s'astreindre à des choses forcément difficiles. C'est avoir une discipline de vie, une rigueur envers soi-même, une honnêteté envers soi-même. Et donc, du coup, c'est des pratiques. Aller vers l'hygiène mentale, l'hygiène de vie aussi, avoir un mode de vie équilibré, qui est bon pour nous. Donc une hygiène intérieure, étude de soi, constance, orientation vers le sacré, vers le divin aussi, par exemple. Et donc le yoga amène une transformation progressive de son mode de vie. Donc ça, c'est vraiment notamment la sadhana quotidienne, c'est-à-dire la pratique yogique quotidienne. Ça peut être des choses très simples, encore une fois, on en parlera dans d'autres tutos. Une sadhana, il y en a des gens qui font des trucs compliqués, ça peut être très simple. Ça peut être aussi déjà des éléments d'hygiène de vie ayurvédique pour sa propre santé et longévité, mais qui demandent une certaine discipline aussi. Quelques pratiques de yoga, quelques pratiques de méditation, ou quelques pratiques de pranayama. Voilà, ça peut être tout ça. Mais déjà, ça veut dire qu'on fait un effort pour soi, en fait, ici, et ça nous mène vers le meilleur de nous-mêmes aussi. Donc c'est ça un peu l'idée ici, encore une fois, sans rien imposer, sans aucun dogme ou des choses comme ça. Donc on a par exemple ici, effectivement, pureté, clarté, hygiène du corps, du mental, de l'environnement. Donc là, on a l'hygiène de vie ayurvédique qui va nous aider aussi. Le contentement, capacité à demeurer plus en paix avec ce qui est, se contenter aussi des choses. Tapas, alors ça c'est plus effectivement le côté, les tapas, c'est aussi une branche du yoga où on va faire des choses un peu plus difficiles. Encore une fois, on peut le relier à Jyotish, tout ça, parce que par exemple, si on veut travailler avec Saturne, améliorer les Saturnes dans notre thème, on peut faire améliorer tapas. Ici pour Saturne, pour Shani. Alors ça veut pas dire qu'on doit se suspendre à un arbre la tête en bas, forcément, mais faire un peu plus de pratique, faire un effort, faire, vous voyez, dans ces pratiques ou dans des pratiques un peu plus rigoureuses, faire un peu plus le samedi par exemple pour Shani. Donc c'est des choses comme ça. Donc on voit que tout ça, on peut le connecter encore une fois aux autres sciences védiques et au Jyotish. Et encore une fois, c'est pas des obligations, c'est pas des choses qu'on doit faire, c'est pas lié à un dogme ou des choses comme ça. C'est des conseils pour pouvoir justement être plus en paix avec soi-même aussi. Et donc là, c'est la rigueur envers soi-même, la rigueur de soi, la discipline envers soi-même, tout simplement. L'étude aussi des textes, l'observation intérieure aussi, et une orientation vers le divin. Là, on rejoint un petit peu le côté Bhakti Yoga, on pourrait dire, hein, du coup, avec cette pratique-là. Donc lâcher un peu son ego et aller vers le spirituel, on pourrait dire aussi, dans des termes plus simples. Donc voilà,
les 5 niyamas. Donc vous voyez ici, il y a des choses qui sont plus liées à notre discipline de vie, notre discipline envers nous-mêmes, notre éthique aussi envers nous-mêmes. Ça commence déjà par soi, comment on se comporte avec soi-même et comment on se comporte avec les autres, les yamas et niyamas. Alors ensuite, on a asana, les postures. C'est ce que l'on connaît le plus de l'extérieur parce que c'est ce qui se voit le plus aussi. Évidemment, mais c'est pas une gymnastique, c'est pas une recherche de performance. Déjà, c'est l'idée d'avoir une posture stable, juste tenue en conscience. Quand on fait une asana, l'objectif, c'est d'être en conscience entre l'esprit et le corps, aligné avec le souffle aussi. Et donc, on est là, on va préparer justement le corps, le souffle, le système nerveux, une pratique plus intérieure. On va plus à l'intérieur, on va plus dans un état de conscience. Et justement, ces asanas nous aident aussi à faire ça. Et une posture juste favorise la circulation du prana, stabilité, présence, extériorisation. Ça a des effets aussi bénéfiques sur la santé. Chaque posture de yoga a un impact sur certains organes, etc. Donc va correspondre aussi à des éléments de santé. C'est pour ça que c'est très important aussi, et c'est bon pour à la fois la conscience, on pourrait dire le mental, le moral, le calme intérieur, mais aussi pour la santé. Donc certaines postures sont très importantes aussi pour l'hygiène de vie. Et encore une fois, certaines pratiques yogiques, certaines asanas peuvent nous aider par rapport à notre thème de naissance védique aussi. C'est ça qui est très important aussi du coup à comprendre. Tout ça, c'est pas déconnecté. Même si évidemment, en apparence, on a différents tiroirs. Donc les postures sont vraiment quelque chose de très important, mais c'est partie d'un chemin yogique complet, un ensemble. C'est pas juste on fait du yoga, on fait des postures. Ça, c'est très important de le comprendre aussi. Le pranayama, pratique très 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 importante. Le souffle, alors en fait le souffle, mais on pourrait dire le travail de l'énergie vitale. Donc c'est l'art de réguler le souffle qui va permettre de travailler sur le prana, notre énergie vitale, la faire circuler dans le corps, les différents types de prana qu'on va avoir effectivement, harmoniser le prana. Donc là on travaille sur la circulation du prana dans le corps, le système subtil, l'équilibre du système nerveux et du coup aussi stabilité émotionnelle et mentale. Très important, qualité de l'attention, de présence, préparation à des pratiques plus intérieures justement comme pratyahara, dharana et dhyana. Donc le pranayama, en fait, il y a une logique, va nous aider encore plus à aller en conscience aussi après. Et c'est très important aussi pour la santé, pour l'hygiène de vie. Donc c'est pas juste mieux respirer ou faire du breath work entre guillemets comme on le réduit parfois. Ça va permettre de réorganiser notre énergie vitale intérieure, travailler énormément sur notre système nerveux. Donc ça a des impacts très 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 importants. C'est une pratique essentielle, le pranayama, et calmer l'agitation mentale aussi, l'agitation émotionnelle, et notamment par rapport au terme de naissance védique, on a certains types de pranayama qui vont nous aider. Comme je disais, par exemple, pour harmoniser les nœuds lunaires Rahu Ketu, la pratique de Nadi Shodhana, respiration alternée, d'une certaine manière, va nous aider par rapport à ça aussi. On peut calmer le mental aussi quand on voit qu'on a un mental qui est difficile, qui est excité, qui est anxieux dans le terme de naissance védique. Certains pranayama vont nous aider aussi par rapport à ça, comme remède. Donc vous voyez, tout ça, c'est vraiment connecté, c'est très important d'avoir une conscience. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être un pro du yoga, mais avoir des connaissances, en tout cas, c'est très important et ça nous aide aussi à être meilleur dans le travail en Jyotish. Alors, le pratyahara, très important dans le monde d'aujourd'hui notamment, capacité à ne plus être constamment happé par les stimulations extérieures. Donc, c'est pas fuir le monde, mais c'est réduire la dispersion sensorielle pour amener l'énergie vers l'intérieur. Le travail sur soi commence à l'intérieur, c'est inside out. Donc, c'est très important. Oui, on a des pratiques qui sont extérieures, comment je me comporte dans le monde, les asanas, les postures, alors qui sont quand même très intérieures aussi, parce que quand on fait une posture, on est aussi connecté en conscience à l'intérieur, on a le souffle, on a la conscience, tout ça. Mais ici, on est plus quelque chose qui nous ramène à l'intérieur. Donc, on va stabiliser l'attention, la ramener vraiment à l'intérieur vers soi, ce qui nous prépare pour la méditation et le calme mental. Donc ici, on va calmer l'agitation mentale, économiser aussi du coup l'énergie, le prana, avec plus de présence. Donc il y a différentes techniques qui nous aident à faire ça aussi. Déjà, la première chose, c'est de couper un peu les stimulations extérieures, notamment tout ce qui peut être écran digital ou des choses comme ça aussi. Et de simplement parfois s'asseoir, fermer les yeux, revenir à l'intérieur sans pour autant faire de la méditation ou autre. Ou ça peut être regarder aussi un paysage, un horizon, vous voyez, quand vous vous promenez dans la nature ou en montagne. Regarder au loin, voilà, tout ça c'est des techniques qui sont liées aussi au pratyahara, qui sont très intéressantes. Et du coup ça nous aide aussi à harmoniser les choses. Ça peut être encore une fois un remède astrologique que de prescrire plus de pratyahara aussi. Ensuite on a dharana, la concentration, donc fixer son attention sur un point, arriver à stabiliser son attention. Et ça c'est très important parce qu'on est dans un monde où les gens n'arrivent plus à canaliser leur attention, parce qu'on est dans un monde de surstimulation, on est dans un monde de zapping où tout va
à une vitesse faramineuse. On est sans cesse happé ici ou là au niveau de notre mental, de notre attention, donc on n'arrive plus à le canaliser, à concentrer notre mental sur quelque chose. Donc les techniques de concentration vont vraiment être très importantes et vont préparer à de vraies méditations profondes aussi. Et donc c'est très important pour retrouver de la clarté, stabilité, présence intérieure. Et le dharana, c'est aussi quelque chose qui peut être un remède astrologique védique par rapport au thème de naissance. Et donc très important aussi comme pratique, ça fait une partie intégrante des branches de yoga, et c'est vraiment entraîner l'esprit à être présent et sans être constamment emporté par les pensées, distractions, sollicitations extérieures. Donc c'est un passage vraiment important de concentration vers les pratiques plus intérieures comme la méditation. Du coup, alors des techniques de dharana, ça peut être par exemple trataka, technique qui consiste à fixer une bougie, la flamme d'une bougie pendant un certain temps. Ça travaille la concentration. Donc par exemple, donc il y a beaucoup de choses, et tout ce travail de dharana va avoir un effet aussi de calmer le mental, d'apaiser le mental. Donc c'est très intéressant aussi par rapport à ça. Ensuite, dhyana, la méditation, vraiment la méditation profonde. Donc une fois que l'esprit est concentré et devient plus calme, voilà, comme un lac, hein, voilà, donc c'est beaucoup plus stable, plutôt qu'un torrent, qu'une rivière. Voilà, le flux commence à se réduire et on a plus, voilà, ou comme on voit la mer parfois, on voit des vagues, parfois on voit que la mer est comme un lac vraiment calme, il n'y a rien qui bouge. Là, on va arriver à l'esprit comme ça avec dharana. Et donc, ce qui peut nous amener après dans la méditation. Donc, l'attention est plus fluide, plus unifiée. Ici, on a la méditation. Donc, on va pouvoir... Alors, il y a différentes techniques après de méditation qui existent, évidemment. Mais c'est aussi cultiver avec une méditation plus de silence intérieur, de présence, de profondeur de conscience. Et c'est là qu'on va comprendre beaucoup de choses, qu'on va avancer sur notre chemin spirituel, qu'on va vraiment se connecter à autre chose aussi. Être beaucoup plus en connexion déjà aussi avec soi-même. Donc, la méditation va venir, vous voyez, une suite logique quand déjà on a calmé aussi le mental et qu'on est passé aussi par le corps, la respiration et le mode de vie, la discipline intérieure, etc. Pour ça, il y a une progression. Et là, on arrive vraiment à la méditation, des pratiques qui sont très importantes aussi dans un mode de vie yogique, ayurvédique ou védique, on pourrait dire aussi. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des heures de méditation tous les jours, mais la méditation, c'est un élément aussi qui est important et qui peut encore une fois faire partie des choses qu'on va prescrire, entre guillemets, pour aider par rapport à un thème de naissance védique. Alors ici, après, on va au samadhi, c'est-à-dire une fois qu'on a réussi à être dans le vrai état de méditation, tout ça va nous amener plus profondément dans la conscience, dans un état d'absorption contemplative, d'unification. C'est vraiment l'aboutissement du chemin yogique. Donc là, on est dans vraiment des choses très spécifiques. La conscience se trouve dans une dimension plus essentielle vraiment de sa nature, donc ça c'est décrit vraiment dans les textes yogiques, le samadhi. Alors c'est difficile à expliquer, donc je vais pas chercher de l'expliquer forcément, de rendre technique non plus, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Il y a des textes qui expliquent tout ça plus en profondeur que moi évidemment. On pourrait dire qu'en tout cas, avec tout ce qu'on a vu auparavant, les autres branches justement nous amènent à un état de conscience beaucoup plus profond. Le mental ordinaire après, une fois qu'on arrive à cet état de conscience, se calme beaucoup plus. On sort de la dualité, vous voyez, parce que là, ça nous fait travailler vraiment notre rapport au monde aussi. On est plus dans l'union aussi avec le divin. On est aussi dans ça, dans l'Advaita Vedanta. La conscience établie avec une qualité d'être plus profonde, plus initiée, plus libre. Donc c'est pas une expérience émotionnelle, hein, c'est un état de relaxation. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus complexe dans notre rapport au monde et au divin. Et donc ça, c'est l'étape ultime, on pourrait dire, vers laquelle on cherche en fait à aller. Donc voilà, par rapport à ces 8 branches, on pourrait dire, du yoga. Donc on peut voir qu'effectivement le yoga se limite pas du tout aux postures, ça inclut l'éthique, la discipline, le souffle, l'intériorité, concentration, méditation, la conscience profonde, l'absorption. Donc c'est un chemin complet de transformation et qui est lié vraiment aussi à l'Ayurveda, qui est lié... Alors dans les pratiques du yoga aussi, on va trouver aussi des mantras en plus de la méditation. Et tout ça on le retrouve aussi avec le Jyotish, c'est-à-dire tout ça est connecté avec le Jyotish, le Vastu, le Vedanta, la philosophie védique. On pourrait même dire que le Jyotish en fait va utiliser la panoplie d'outils que nous propose le yoga et parfois l'Ayurveda aussi comme remède astrologique. Et c'est vrai que pour bien comprendre, percevoir le Jyotish aussi, on est dans les sciences védiques, on est dans les divinités. Si on prend les nakshatras, on est dans la connexion avec la cosmogonie védique. C'est important de connaître un minimum par rapport au yoga, de s'intéresser à ça et d'avoir une pratique aussi. Moi, je conseille vraiment de développer une sadhana à toute personne qui fait du Jyotish. Encore une fois, une sadhana, ça ne veut pas dire qu'on doit faire des heures de pratique tous les jours. Évidemment, c'est
des choses simples qu'on peut faire au quotidien qui nous mettent plus en conscience, parce que pour aussi bien appréhender un thème de naissance védique, c'est important d'être plus en conscience aussi, en paix avec soi-même. Et donc ce chemin yogique, moi je vois plus ça comme un chemin, c'est un chemin de vie, un chemin spirituel. Bah tout ça est interconnecté et je trouve que c'est important du coup d'avoir ces connaissances. Donc revenir aux 8 branches du yoga, ça permet de retrouver le sens. Vraiment, le yoga, c'est un chemin de vie complet. C'est pas une simple pratique corporelle. Il y a une cohérence entre posture, on l'a vu, souffle, éthique, concentration, méditation, un ensemble unifié, une progression claire, un mode de vie jusqu'à l'intériorisation de la conscience. Et c'est vraiment le yoga, je dis pas juste sur le corps, mais sur notre énergie, notre prana, notre mental, notre qualité d'être, de présence, d'une transformation intérieure. C'est vraiment un travail spirituel complet. Qui est important, je pense, d'être connecté effectivement aussi à l'astrologie védique, qui est notre spécialité à l'Institut francophone effectivement des sciences védiques. Mais moi-même, effectivement, j'ai une sadhana, une pratique yogique, ayurvédique quotidienne, et ça fait partie du chemin, et je trouve que c'est très important. Encore une fois, chacun à son échelle. Tout le monde n'est pas obligé de faire des heures de pratique ou de yoga ou de pranayama ou autre tous les jours, bien évidemment. Mais c'est important en tout cas d'avoir conscience de ça pour être dans un, je dirais, un chemin de développement spirituel et personnel. Et le Jyotish fait partie de ça aussi. Le Jyotish, c'est pareil, c'est pas juste regarder dans mon thème qu'est-ce qui se lit comme des calculs scientifiques. C'est pas que ça. Il y a vraiment ce côté aussi chemin de vie personnelle, de compréhension, de conscience de son karma, qui nous permet de faire un travail spirituel. Et le yoga, dans son ampleur, dans sa véritable ampleur, les 8 branches du yoga, nous aident énormément dans ce cheminement. Alors si ça vous intéresse justement d'aller plus loin, d'approfondir justement sur ces 8 branches du yoga, la philosophie du yoga, l'étude des textes fondamentaux du yoga, la philosophie, la compréhension et aussi même sur quel genre de posture pour faire quoi, etc. Donc le côté technique aussi un petit peu sur les asanas. Si vous êtes intéressé par des fondations d'un mode de vie ayurvédique aussi, les éléments clés de l'ayurveda pour comprendre les choses par rapport à ça, sur la science des mantras, comment fonctionnent les mantras, des mantras clés, mais aussi comment vraiment ça fonctionne. C'est très important de comprendre ça aussi, cette vibration. Et sur la méditation, différentes techniques de méditation, comment appliquer tout ça dans votre quotidien ou en accompagnant les autres. Du coup, vous pouvez trouver ça avec une formation certifiante aussi du docteur David Frawley, qu'on réouvre à l'Institut des sciences védiques, justement, francophone des sciences védiques, dans lequel s'appelle Yoga Ayurveda Mantra Méditation. C'est une formation unique du docteur David Frawley, justement, qui lui est expert depuis de nombreuses décennies dans cette discipline, justement, permet d'unifier tout ça et de comprendre, d'avoir une bonne compréhension, une bonne vision, sans être un expert de ces disciplines, mais justement du yoga, de l'ayurveda, de la science des mantras. Alors les sciences des mantras, c'est très très important par rapport au Jyotish, et de la méditation aussi. Et ça vous permet, après, si vous faites la formation, on a une certification aussi de consultant en bien-être yoga ayurveda par l'Institut du docteur David Frawley, comme pour la formation astrologie védique ou la formation de conseil védique, il y a une certification aussi par l'Institut du docteur Frawley. Donc, si vous voulez découvrir tout ça, moi je trouve que c'est vraiment passionnant et c'est assez important dans votre chemin aussi, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, avec l'astrologie védique. Vous trouverez ça sur vedic-coaching.com, il y aura le lien aussi vers cette formation, dans la description de cette chaîne YouTube. Voilà, j'espère que c'est intéressant pour vous. On va continuer sur cette dynamique-là avec toujours du Jyotish, mais aussi parfois un cadre un peu plus large sur les sciences védiques parce que c'est très important aussi. Et je vous dis à très bientôt.